Bon ben voilà, on peut commencer. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis très très heureuse de vous accueillir au nom de l'Union nationale des commissaires de justice aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à un sujet qui, je pense, est devenu incontournable pour la profession. C'est le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises qu'on appelle plus communément la RSE. La RSE, c'est quelque chose qui a été perçu comme une démarche volontaire réservée aux grandes entreprises. Aujourd'hui, elle est ouverte à tous, aux TPE, aux PME. Elle est un véritable levier de performance, d'attractivité et de pérennité. Elle concerne l'ensemble des acteurs économiques, y compris nos professions réglementées. Les commissaires de justice ne doivent pas rester en marge de cette évolution et bien au contraire, je pense que par leur mission de service public, leur rôle de tiers de confiance, leur expertise en matière de sécurité juridique, ils disposent d'atouts qui sont particulièrement pertinents pour accompagner les transformations responsables de notre économie. Donc la question aujourd'hui, c'est plus de savoir si la RSE doit ou pas rentrer dans nos offices, dans nos pratiques professionnelles, mais comment on va pouvoir en faire un facteur de création de valeur pour nos études, pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos clients. Alors, au cours de ce webinaire, on va explorer deux dimensions complémentaires. D'une part, les raisons qui conduisent les offices de commissaires de justice à s'engager eux-mêmes dans une démarche RSE. Et d'autre part, la manière dont les commissaires de justice peuvent accompagner concrètement les entreprises dans leurs propres engagements sociétaux. Alors, pour ce faire, je vais laisser la parole à mes consoeurs. Vous aurez donc Claire-Vie Leroux, notre consoeur de Rennes, qui est aussi la responsable RSE du réseau Lex Impact, premier réseau de commissaires de justice sur le territoire national. Vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions. Donc, vous utilisez le chat, vous posez vos questions et je ferai votre voix. Vous aurez ensuite notre consoeur Marine, que vous connaissez aussi, qui est commissaire de justice à Dijon et qui est la vice-présidente de l'Union nationale des commissaires de justice. Et puis, on suivra avec la société Catras, qui est la société qui nous a suivis, nous, syndicats professionnels, dans notre démarche RSE et notamment dans notre démarche de charte éthique du recouvrement amiable et judiciaire. Et donc, c'est Marius Ruzovici, je ne sais pas comment on prononce, qui va ensuite prendre la parole et auquel vous pourrez poser vos questions. Il vous fera part du travail qu'on a mené ensemble et du travail qu'il continue à mener avec les offices qui sont en cours de labellisation. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et je passe la parole à Claire-Vie. Et j'éteins mon micro. Claire-Vie, à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Claire-Vie Leroux, le commissaire de l'Ouest. Merci Estelle. Et je me permets juste de rectifier, je suis membre de la commission RSE Lex Impact, mais pas responsable. Je suis membre de la commission. Et je suis contente aujourd'hui d'évoquer avec vous le sujet de la RSE. Alors, comme vous vous en rendez compte, je suis à l'extérieur, pour une mission de constat à suivre. Donc, j'espère que la technique suivra. Et peut-être pour commencer ensemble, donc, qu'est-ce que la RSE ? Donc la RSE, faut savoir qu'à l'origine, c'est pas un concept juridique, c'est une notion qui est issue du management et de l'économie. Et la Commission européenne l'a définit comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Donc pour faire simple, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Et hier, mon fils de 17 ans, me rappelait que le développement durable, ce n'est pas que environnemental. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures et permettre ainsi aux générations futures de répondre à leurs propres besoins. La révolution au niveau de la RSE s'est passée au niveau du Code civil. Alors, j'attends juste que la slide change, puisque pendant longtemps, la RSE a été simplement du droit soft, entre guillemets, relevant uniquement de chartes éthiques, de bonnes pratiques ou d'engagements volontaires. Et puis, avec la loi PAC, dont vous avez entendu parler en 2019, il y a eu une modification de l'article 1833 du Code civil. L'article 1833 du Code civil prévoyait
que toute société devait avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Et avec cette loi Pacte, on est venu rajouter un alinéa fondamental qui prévoit désormais que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de la société. Donc on voit bien qu'on change de paradigme et des attentes du législateur à partir de cette loi Pacte de 2019. C'est une véritable révolution juridique. L'approche RSE, il y a une double approche entre guillemets pour vous dresser le paysage. Il y a l'approche ESG face à l'ISO 26000. La RSE repose sur 3 piliers fondamentaux, ce qu'on appelle les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc l'objectif est clair, il s'agit de passer d'une performance purement financière à une performance globale pour l'entreprise. Et à côté de cette approche ESG, il y a plutôt sur le terrain, ce qu'on utilise, ce sont les 7 questions fondamentales ou les 7 piliers qui font référence cette fois à la norme ISO 26000, qui est un cadre de référence international et qui est en fait notre boussole à suivre quand on veut s'engager dans des démarches RSE. C'est cette question centrale de la RSE, je vous les décline rapidement pour que vous les ayez déjà à l'esprit. C'est d'une part la thématique de la gouvernance, vraiment le point de départ de la démarche, quand on les décisions, comment la direction intègre les principes de transparence, d'éthique, de respect des parties prenantes dans la stratégie. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres des sujets de gouvernance. Deuxième pilier, les droits de l'homme. Il s'agit du respect, alors je me permets juste, voilà, parce que ça passe derrière moi, il s'agit du respect des droits fondamentaux en interne et dans notre sphère d'influence, par exemple la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre le travail forcé, la non-discrimination. C'est vraiment le cœur de notre devoir de vigilance en tant qu'entreprise. Troisième pilier, les relations et les conditions de travail. Ça concerne directement nos liens avec nos collaborateurs. On va parler ici de santé, de sécurité au travail, de dialogue social, de formation, de rémunération, d'équilibre vie pro, vie perso. Quatrième pilier, l'environnement. L'entreprise doit identifier et réduire ses impacts environnementaux. On va pouvoir d'ailleurs compléter la démarche d'une démarche de certification 14001 éventuellement. Cinquième pilier, la loyauté des pratiques, c'est l'éthique dans nos affaires. Comment est-ce qu'on se comporte face à nos partenaires, face à nos concurrents? C'est la lutte également contre la corruption. C'est également la promotion de la RSE chez nos fournisseurs. Sixième pilier, les questions relatives aux consommateurs. La responsabilité envers nos clients, la protection de leurs données, la protection de leur sécurité. Tout ça sont autant de thématiques qu'on va aborder sur ce pilier-là. Et puis enfin, septième point, c'est les communautés et le développement local, puisque l'entreprise n'est pas hors sol, elle s'intègre dans un environnement, dans son territoire. Et là, on peut parler par exemple des problématiques de création d'emplois locaux, de transfert de compétences, de mécénat ou de soutien aux associations locales. Donc voilà, je vous ai dressé rapidement les grandes lignes de la RSE. Alors pourquoi engager notre étude dans cette démarche? Au-delà d'une volonté individuelle des associés ou chefs d'entreprise en général qui structurent et orientent leur entreprise, on peut déjà envisager ensemble 3 thématiques: répondre aux exigences actuelles de nos clients, promouvoir et nous positionner pour la réponse à d'éventuels appels d'offres, et puis améliorer notre marque employeur, je me patiente, améliorer notre marque employeur pour attirer les nouveaux talents, et notamment les nouveaux talents de la Gen Z. Faut-il y aller seul ou accompagné? Ça, c'est une question qu'on se pose actuellement et qu'on s'est posée. Et Catras saura compléter mes propos. Mais moi, je dirais que nous ne sommes pas des professionnels et des spécialistes de la certification. C'est des démarches qui sont, que ce soit certification ou labellisation, qui sont vraiment spécifiques. Et donc, il existe un certain nombre de professionnels pour nous accompagner sur ces sujets-là. Et je dirais que ce qui peut être intéressant à retenir, c'est que la démarche d'accompagnement va être structurante, mais aussi se structurer en fonction déjà de notre état d'avancement et de maturité sur ces sujets-là. Donc les démarches d'accompagnement peuvent être modulées. Si une entreprise est déjà normée qualité ISO 9001 avec un système de management de la qualité qui est mature, la démarche RSE sera nécessairement facilement
avancée. L'entreprise aura déjà fait la moitié du chemin et il va lui suffire d'élargir son radar pour appliquer ces méthodes d'amélioration continue à un impact social et environnemental. Et comme je le disais tout à l'heure, la démarche peut d'ailleurs être complétée d'une démarche certifiante en 14001, pourquoi pas. Une autre question qu'on peut se poser, c'est faut-il gérer notre système de management de la qualité avec notre RSE? Faut-il les gérer ensemble? J'aurais plutôt tendance, mais là aussi Katras complétera mes propos, à répondre que oui. C'est certainement la meilleure stratégie, c'est ce qu'on appelle un système de management intégré, puisque la SMQ et la RSE ont un ADN commun, c'est l'amélioration continue, c'est simplement le périmètre qui va changer un petit peu. La SMQ va être centrée sur le client, et donc son but va être de fournir un service conforme et d'optimiser les processus, alors que la RSE, c'est vraiment centré sur toutes les parties prenantes, et ça élargit donc le champ de l'entreprise pour qu'elle soit dans une démarche d'amélioration continue qui est certes orientée client, mais orientée sur l'intégralité de son système et de ses processus. Donc je dirais que la RSE, c'est la qualité appliquée à tout l'écosystème de l'entreprise. Alors, pas de panique, nous faisons déjà tous un peu de RSE dans notre quotidien en tant que chef d'entreprise et qui plus est en tant que profession réglementée. J'ai déjà identifié un certain nombre de démarches du quotidien qui résonnent RSE et Marine complétera mes propos. En tant que profession réglementée, on est forcément sensibilisé à la loyauté des pratiques, au développement local, à la protection des droits de l'homme. C'est l'essence de notre engagement quotidien de commissaire de justice. Sur le plan environnemental, nous sommes des prestataires de services et pas des producteurs de marchandises. Donc notre impact environnemental est plus facilement, je trouve, appréhendable que sur des sociétés de production. En ce qui concerne la protection du consommateur, on relève d'une activité qui est réglementée avec des coûts et une tarification qui est particulière et qui sont le gage aussi d'une garantie directe pour le justiciable. Et puis sur le bien-être au travail, je dirais que l'employabilité est un sujet déjà prégnant dans nos offices. Nos équipes suivent des parcours de formation réguliers. J'attends que ce soit les aspirants via le parcours de l'INCJ ou nos clercs qui évoluent grâce à notre convention collective et nos modèles de formation interne. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets RSE qu'on balaye déjà régulièrement dans notre quotidien. Et puis enfin, comment structurer notre démarche si vous voulez s'y engager, simplement pour vous partager l'expérience que j'en ai. Le premier point, c'est déjà de faire le diagnostic de notre activité à travers, pourquoi pas, un SWOT, qui est un outil d'analyse stratégique qui est fondamental puisqu'il nous permet de regarder notre activité à travers deux prismes différents, deux dimensions, l'interne pour connaître nos forces et nos faiblesses, c'est vraiment ce sur quoi on peut influer, et puis l'externe, ce qui nous permet de décliner nos opportunités et nos menaces, ce qui nous permet de mettre en lumière un certain nombre d'actions à mener. En deuxième point, c'est le fait de s'interroger sur le besoin des parties prenantes afin de pouvoir répondre à la question « Est-ce que j'ai identifié les besoins de mes parties prenantes et est-ce que je suis en capacité d'y répondre ou à défaut, quelle action je vais mettre en place ?» Pourquoi pas, en troisième point, établir notre politique environnementale, notamment si on veut partir sur un référentiel 14001. Et puis, il reste un travail de définition d'indicateurs et de plans d'action, de pilotage du système, de choix du label RSE, puisqu'il existe plusieurs labels RSE sur le marché. Et puis enfin, la dernière étape, ce sera de passer aux audits blancs, et puis aux audits qui nous permettent d'être labellisés. Voilà le point que je voulais vous apporter et les éclairages que je voulais vous apporter par rapport à l'expérience que j'en ai aujourd'hui sur la pratique de la RSE au sein d'une office. Merci. Merci Claire-Vie. Je ne sais pas si on a des questions. J'en avais noté quelques-unes. Claire-Vie, quand vous faites des diagnostics RSE, les faiblesses que vous identifiez le plus souvent dans les études de commissaire de justice, c'est quoi? Les faiblesses que l'on retrouve le plus souvent, alors en tous les cas, moi pour celles que j'ai identifiées, celles qui posent question, alors c'est pas tant une faiblesse, mais ça va être plus un engagement d'un questionnement, notamment sur le sujet de la gouvernance. Peut-être parce que, alors je sais, j'ai pas d'expérience sur le fonctionnement des autres entreprises, sauf le partage
avec des chefs d'entreprise qui mettent en place. Mais les sujets de gouvernance, c'est un sujet fort chez nous, notamment parce qu'on est souvent plusieurs associés à la tête de nos structures et que la démarche est certainement différente que quand on a un chef d'entreprise à la tête de sa structure. Donc les sujets de gouvernance prennent souvent du temps. A contrario, je trouve que les sujets d'implantation locale et d'engagement sur le territoire sont des sujets qui sont déjà très bordés par notre activité, parce que les uns et les autres, on s'engage déjà largement auprès enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà gratuitement au niveau de notre profession, où on s'engage sur le territoire pour diffuser le droit et participer au bon fonctionnement. Donc ce pilier-là, je trouve qu'à contrario, il est déjà très avancé. Ok, merci. J'en ai une autre question, c'est sur la mobilisation des équipes, les leviers qui fonctionnent le mieux pour faire adhérer les associés, les collaborateurs à la démarche RSE sans que ce soit perçu comme une contrainte supplémentaire. Alors ça, j'expérimente parce qu'on expérimente la mise en place chez nous, mais on en est au commencement du projet. Donc, je n'ai pas encore de bons tips à faire remonter. Ça sera l'année prochaine. D'accord. Ok. Bah, écoute, après, j'ai des questions sur la certification et sur le niveau de maturité, mais ça, je pense que c'est plus Catras qui pourra nous dire. Et sur la responsabilité des dirigeants, est-ce que toi, tu penses qu'à terme, un dirigeant pourrait être sanctionné pour ne pas avoir suffisamment pris en considération tous ces enjeux sociaux et environnementaux qui sont visés par l'article 1833 ? Alors, pour en avoir échangé avec quelqu'un qui est très engagé sur le RSE, je ne suis pas sûre que l'enjeu soit là. En tous les cas, cette personne m'interpellait sur le fait que l'enjeu sera peut-être au niveau du financement. Et peut-être que c'est le système bancaire qui va nous demander de nous engager aussi dans des démarches RSE pour pouvoir financer nos projets d'entreprise. Comme le font déjà certains clients qui exigent qu'on ait une démarche RSE dans les appels d'offres, ce que tu rappelais tout à l'heure. Oui, certainement. Okay. En tous les cas, c'est pour la connaissance que j'en ai à l'heure actuelle de ce terrain-là. On me demande un SWOT, c'est déjà force-faiblesse. Si tu peux répondre. Et on te demande quoi, Estelle? Pardon, j'ai pas on me met un SWOT, c'est déjà force-faiblesse. Alors, un SWOT, c'est un outil d'analyse où on va regarder l'entreprise à travers 4 critères, force et faiblesse. Et donc ça, c'est pour les données internes que l'on maîtrise. Et puis, opportunités et menaces. Donc, il faut observer son entreprise également sur sa partie externe, à savoir quelles sont les sources d'opportunités de mon entreprise par rapport à l'externe et quelles sont aussi les menaces potentielles de mon entreprise. Donc, il y a vraiment 4 volets dans le SWOT. Ok. Je n'ai pas d'autres questions. Merci Claire-Vie. Tu aurais dû mettre un chapeau là. Tu m'angoisses. D'être en plein soleil à l'heure du déjeuner. Je passe la parole donc à notre consoeur Marine, en direct de Dijon, qui est à l'ombre de son bureau. Marine, c'est ça, moi je suis. Bonjour à toutes et à tous, je suis au frais au bureau, mais j'ai été toute la matinée dehors. Je partage Claire-Vie, le côté terrain et la galère de la chaleur. Je te souhaite de rentrer vite au frais. Moi, je voulais vous partager donc effectivement l'expérience qu'on a pu avoir à l'étude, puisqu'on a suivi la formation dispensée par Catras en vue de la labellisation. Alors, c'est une formation super dense, mais qui est très dynamique parce qu'elle est jonchée de formation-action. Ça se passe en 8 sessions et ça m'a vraiment permis de prendre conscience que vraiment nos pratiques professionnelles actuelles sont déjà quasiment pour toutes de la RSE. Donc, j'ai trouvé ça très rassurant parce que j'imaginais m'ouvrir une page blanche sur un cahier et pas tant que ça. Donc, c'est très rassurant de savoir que nous la pratiquons sans tellement nous y contraindre. D'ailleurs, Catras a été particulièrement à l'écoute de nos spécificités, attentif à nos problématiques et a su aligner les codes de la RSE à l'ADN même de notre profession. Mais voilà, je laisserai le soin à Marius de vous développer la logistique de la formation juste après. Quand on parle de RSE aujourd'hui, on a quand même souvent l'impression qu'il s'agit d'un sujet supplémentaire, un sujet qui vient
s'ajouter à notre quotidien, à nos contraintes, à nos obligations. Mais la RSE n'arrive pas dans notre métier, elle y est déjà depuis toujours. Nous sommes commissaires de justice. Nous sommes à la rencontre du droit, de l'économie et de la réalité humaine. On l'a vu avec ce que nous a présenté Claire Vie, c'est déjà des piliers qui font partie des sept magiques. Dans une même journée, nous sommes confrontés à une entreprise en difficulté, à un débiteur en situation fragile, à un client exigeant des résultats, évidemment, et toujours au cadre juridique strict. Dans chacune de ces situations, nous faisons des arbitrages entre efficacité et responsabilité. Et ces arbitrages, eh bien, c'est déjà de la RSE. Respecter une personne tout en exécutant une décision, adapter un rythme de relance, choisir une solution amiable plutôt qu'un contentieux. Nous ne découvrons pas la RSE, nous prenons conscience que nous la faisons déjà. La charte éthique du recouvrement amiable et judiciaire permet de mettre en lumière notre réalité. Et c'est exactement là que la charte éthique UNCJ prend toute sa valeur. La charte, elle n'ajoute rien à notre métier en réalité. Elle le révèle. Elle ne vient pas transformer ce que nous faisons. Elle vient donner de la cohérence à l'ensemble de nos pratiques. Parce que nous le faisons déjà, on est souvent dispersé, implicite ou non formalisé. Par exemple, quand nous adaptons notre discours à un débiteur vulnérable, nous avons un réflexe professionnel. Mais sans la formalisation, ce réflexe n'existe pas en tant que pratique reconnue. La charte, elle permet exactement cela. Transformer nos réflexes professionnels en engagement visible. Transformer des pratiques implicites en engagement explicite. Et derrière cette formalisation, il y a une idée forte. Le recouvrement n'est pas une mécanique, c'est une responsabilité. Alors, une responsabilité juridique, d'ailleurs, nous sécurisons la créance, nous garantissons la réalité des droits de nos clients en luttant contre la prescription, par exemple. Une responsabilité humaine, nous sommes souvent le seul interlocuteur d'une personne dans une situation difficile, et on le voit sur le terrain, notamment lors de nos ouvertures forcées. Parfois, les gens se terrent chez eux et nous sommes les seuls à pouvoir forcer la rencontre. Et de cette rencontre, nous partageons tous le fait de la convertir en un rebond. Et c'est là qu'on parle ensuite de la responsabilité économique. Nous participons directement au fonctionnement de l'économie. Nos politiques parfois peuvent oublier cet aspect de notre ADN, mais nos actions, notre monopole, sont directement en lien avec la bonne circularité de l'économie de notre pays. Nous sommes un maillon indispensable de cette chaîne de la richesse en France, et c'est pourquoi nous savons qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Nous ne faisons donc pas que recouvrer, nous rétablissons des équilibres. Et quand on regarde la charte, on s'aperçoit qu'elle structure déjà une RSE extrêmement complète. Avec la gouvernance, Claire Vie vient de nous en parler, notre déontologie, notre cadre réglementaire, notre exigence, en réalité, nous sommes déjà dans un modèle de conformité très avancé. Ensuite, sur l'aspect sociétal, notre rapport aux personnes. Chaque appel, chaque déplacement, chaque visite de nos débiteurs en nos études, chaque courrier envoyé, c'est une interaction humaine. Et dans ces interactions, nous faisons des choix. Le ton, le rythme, le moment, l'approche. Là où certains voient une dette, nous y voyons une situation. La troisième dimension qui tient en l'économie, c'est notre part de contribution à la sécurisation des échanges, à fluidifier les paiements, à limiter les risques. Et enfin, la donnée, la protection des données, la traçabilité, la confidentialité font partie intégrante de notre pratique. Plus que jamais, la data est sensible en termes de collecte comme d'utilisation. Nous le savons et nos clients l'exigent sans aucune concession désormais. La charte, c'est une RSE métier concrète, ancrée dans le réel. Ce n'est pas un document de plus, c'est notre socle professionnel. Mais là où la charte crée un véritable tournant, ce n'est pas qu'elle nous fait passer dans une autre dimension, non. La RSE, elle est intuitive. Elle reste à démontrer et ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, pour nos clients, nos institutions ou les appels d'offres, on ne dit plus, on démontre. La RSE devient crédible quand elle est prouvable. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous ? Tracer nos pratiques, formaliser nos process, former nos équipes, suivre nos indicateurs, analyser nos réclamations. Par exemple, avons-nous tous un registre de réclamation ? Ce n'est pas qu'un outil administratif, c'est un outil également d'amélioration pour soi, amélioration continue, une formation déontologique, ce n'est pas une obligation, c'est également un levier pour homogénéiser nos pratiques. Chaque action formalisée devient ainsi une preuve de notre engagement. Et la preuve, c'est précisément notre cœur de métier. On le sait à travers notre activité de constatant. Finalement, la charte nous demande une chose très simple, appliquer à notre organisation la rigueur que nous appliquons déjà à nos constats. Et c'est là que le sujet devient vraiment stratégique.
Avec la charte, nous ne changeons pas de métier, nous changeons de posture. Nous ne sommes plus seulement exécutants d'une mission, nous devenons acteurs de confiance. Un acteur de confiance, c'est quoi? Quelqu'un qui sécurise une relation, qui apporte de la transparence et qui est reconnu comme fiable. Et tout cela, nous le faisons déjà. La charte permet simplement de le rendre visible. Dans un monde où la confiance devient rare, nous devenons un repère. Et derrière cette évolution, il y a une véritable opportunité. Nous ne sommes plus seulement ceux qui interviennent à un moment donné, nous devenons ceux qui sécurisent, qui attestent et qui donnent de la valeur. Nous sommes déjà des professionnels de la preuve, nous devenons des professionnels de la preuve RSE. Et c'est exactement ce qui prépare les évolutions comme le constat RSE. Demain, la RSE ne se déclarera plus, elle se constatera. Notre profession n'a pas à devenir responsable, elle l'est déjà. Elle doit simplement apprendre à le montrer, à le structurer, à le faire reconnaître. Alors, si nous devons retenir une chose, la charte éthique n'est pas une contrainte, c'est un levier. Un levier pour structurer nos études, sécuriser nos pratiques, valoriser notre métier. Ce que nous formalisons aujourd'hui, ce sera ce qui nous différenciera demain. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été fait en son temps avec la formation dispensée sur les préjudices environnementaux, afin que les constats soient beaucoup plus fins, plus percutants, aussi une fois entre les mains des magistrats pour que les preuves collectées soient pertinentes. En effet, en comprenant les enjeux de cette matière, nous avons pu adapter nos pratiques pour mieux performer sur la pertinence de nos constatations et ainsi mieux servir nos clients. Nous avions pu appréhender par exemple les nomenclatures des espèces afin de lire leur classification et pouvoir préciser dans nos PV de constat les enjeux sous-jacents. Nous avions également pu comprendre et appréhender que ces constats servent de support à l'appréciation des conséquences d'une pollution par exemple. Aussi, simplement constater qu'une eau est polluée ne permettait pas aux magistrats de chiffrer un préjudice environnemental. Nos formateurs nous ont donc permis de comprendre le litige dans sa manière plus grande par l'appréciation des faits matériels dont les juges ont besoin. En matière de pollution de cours d'eau, les commissaires de justice formés savent désormais qu'il faut montrer l'étendue de la pollution, assurer les prélèvements dans l'eau, par exemple, pour montrer le linéaire pollué plus précisément, constater les conditions de prélèvement, le temps météorologique, le taux d'humidité, la vitesse de vent, tout autant d'éléments utiles lors des prélèvements afin que les résultats servent réellement l'appréciation des risques environnementaux. C'est donc une ouverture que nous pouvons créer sur la RSE également. En la maîtrisant, au sein même de nos offices, on pourrait imaginer accompagner le monde de l'entreprise par des constats retraçant au sein des acteurs économiques les pratiques RSE et ou leur intention de ces acteurs à basculer en pratique RSE. Donc tout ceci, c'est ce qu'on va pouvoir voir sur la mise en pratique réelle de la RSE avec l'intervention de Marius. Je précise simplement que vraiment l'accompagnement CATRAS a été d'une grande qualité avec un soin particulier à rendre la formation aussi légère que possible vu la densité du propos. Merci à tous. Merci, merci Marine. Alors oui, alors je précise deux choses. Marine nous parle de la charte. La charte, ça a été un point d'entrée par l'Union nationale des commissaires de justice vers la RSE. Ça nous a permis de sensibiliser les confrères et les consoeurs à la RSE à travers une charte que plus d'une quarantaine de structures ont signé et elles se sont engagées en signant cette charte à suivre une formation pour être labellisée RSE sur les points de cette charte. Si cette charte vous intéresse, il suffit de nous la demander, on peut vous la diffuser, vous mettez un message sur le site de l'Union et on vous enverra la charte et on vous expliquera comment adhérer à cette charte du recouvrement amiable et judiciaire qui est d'ailleurs très bien vue par nos partenaires et qui est aussi très bien vue par nos grands donneurs d'ordre. Donc ça, c'est le sujet de la charte. Et puis, Marius va expliquer comment il nous a accompagnés sur cette démarche RSE. Et ensuite, il y a en effet la formation que Marine avait travaillé et a donné il y a maintenant quelques années, qui est une formation donc qui est plus axée sur le E de RSE, donc sur tout ce qui est environnemental, parce que souvent on oublie on oublie l'environnemental ou on oublie le sociétal. On a du mal à faire vivre les deux.
les deux dans nos structures. Donc, Marine, avec cette formation, vous aviez en effet, c'est pareil, je pense qu'il y a un support qu'on peut diffuser s'il intéresse. Il y avait vraiment un travail de fait sur toutes les difficultés environnementales et sur le rôle du commissaire de justice en matière de constat sur ces difficultés environnementales. Alors, j'ai en question les incontournables indicateurs dans une étude. Les 10 de la charte éthique qui peuvent être repris. Alors, je pense que ça vient complètement se fondre avec les 7 magiques de Clairvy. Sauf que ce qu'on va rajouter, ça va être vraiment, par exemple, un volet prescription qu'il n'y a pas chez Clairvy, chez Clairvy, dans la présentation qu'elle a faite. L'idée, c'est vraiment de coller à notre métier, de l'adapter au sein de nos études, mais tous les indicateurs, les 10 qui sont en présence, ce ne sont que des indicateurs de bon sens. Il n'y a rien qui soit inatteignable, inaccessible dans les objectifs fixés, dans ce qui est à appliquer. C'est vraiment un peu remettre l'humain au cœur du recouvrement dans toute sa dimension, dans nos rapports, dans la loyauté qu'on doit, dans le traitement des réclamations et des possibles personnes mécontentes. Enfin, tout est issu du bon sens. On me demande aussi si vous avez vu émerger une demande de vérification ou de constat des engagements RSE des entreprises par des tiers, vous en qualité de tiers de confiance. Alors ça, moi j'en ai eu 2 à titre personnel qui voulaient simplement montrer qu'ils mettaient, alors c'était plus un conflit avec le CE, le CSE au sein de l'entreprise, donc c'était plus montrer que la direction était engagée mais qu'il n'y avait pas encore de traduction réelle, donc on était vraiment sur de la démonstration. J'imagine qu'on doit pouvoir faire plus grand et plus normé avec une sorte de constat. On avait eu à l'époque, Estelle, les constats Covid, où on arrivait à montrer que les acteurs économiques s'adaptaient aux conditions Covid avec des sens de circulation, avec déjà l'hydroalcoolique. Je suis intimement persuadée que la RSE pourrait amener ce genre de constat pour accompagner en fait nos clients, en tout cas tout le monde de l'entreprise, sur je ne suis pas encore labellisée ou labellisable, mais en tout cas j'ai l'intention de l'être. Et donc je pave aujourd'hui ma route de ces constats-là pour montrer que je mets en place des choses, même si j'ai pas encore eu les 35 critères requis. Et j'en ai peut-être que 25, mais les 25 sont constatables pour pouvoir donner du poids à l'action de cet acteur économique. Ok, et une petite dernière, on me pose une question sur la rentabilité de la démarche. Est-ce que vous avez constaté un retour sur investissement mesurable pour les structures qui sont engagées dans une démarche RSE en termes de développement commercial, en termes de fidélisation des collaborateurs, en termes d'image? Je crois que c'est surtout sur les 2 derniers points qu'on peut vraiment avoir des retours plus concrets. Malheureusement, on va dire que du chiffre d'affaires en tant que tel, mais c'est une dimension qui est aujourd'hui indispensable à avoir, c'est que nos collaborateurs et la génération, la Gen Z, comme on aime à l'appeler, est sensible à ça. Vous arrivez dans une boîte aujourd'hui qui fait pas le tri, qui est pas prudent sur ses impressions papier, qui est pas vertueuse quelque part environnementalement. C'est une génération que vous n'arriverez pas à garder au niveau de vos talents, quoi. C'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression que ça n'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour les clients, pour les appels d'offres et pour les collaborateurs au sein de l'étude, s'inscrire dans une démarche RSE, c'est aussi quelque part, in fine, ça sonnera sonnant et trébuchant, j'imagine, pour les chiffres d'affaires de nos entreprises, mais c'est d'abord une quête de sens dont tous les collaborateurs et les clients ont besoin pour pouvoir générer derrière des relations commerciales. Clairvy, toi, sur le réseau de commissaires de justice que tu représentes aujourd'hui, c'est quelque chose que vous sentez aussi? Ouais, pardon. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pour ça. Alors, pour ça qu'on s'engage dans la démarche, côté client notamment, puisque le réseau n'est pas porteur en lui-même de compétences ou peu, entre guillemets, c'est chaque office après qui
qui a sa politique RH et qui a sa marque employeur. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec Marine. Et en termes de ça va nécessairement se traduire sur nos chiffres d'affaires, parce que si on n'est pas en capacité de recruter, de maintenir nos talents, on a forcément une production qui est impactée. Donc, on a ce levier-là qui est certainement pas facile à quantifier. Et puis après, aujourd'hui, on voit que la norme RSE commence aussi à rentrer dans les besoins des appels d'offres, dans les attentes de nos appels d'offres. Hier, ça l'était peut-être un peu en sous-jacent et peut-être qu'on a obtenu des marchés grâce à ce levier-là sans vraiment le savoir, mais je ne pense pas qu'on soit perdant économiquement parlant à enclencher cette démarche en tous les cas. Ok. Sauf le coût qu'elle représente en elle-même. Ouais. En tous les cas, quand nous avions fait à Deauville avec le syndicat les dernières universités, et on a eu ce volet sur la charte, et on l'a refait quand on était au MEDEF aussi avec des chefs d'entreprise, et notamment la responsable des engagements du LCL, qui nous a bien fait part lors de la table ronde de la nécessité maintenant pour elle de confier sa matière de recouvrement à des commissaires de justice qui s'engageaient dans cette démarche RSE. Donc on a des témoignages de grands comptes et on sait que les grands comptes regardent parce que notamment des grands comptes comme les banques, elles ont elles-mêmes en interne chez eux des engagements RSE, donc elles se doivent d'avoir des prestataires, des fournisseurs qui sont dans les clous. Ok, alors pour pas qu'on déborde, je vais tout de suite donner la parole à Marius. Marius, je te laisse te présenter et puis ensuite ton propos. Merci. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intervention, Marine Clervy, qui était assez précise et complète. Moi, je suis donc salarié de la société Catras et j'interviens effectivement dans ce genre de mission qu'on vous propose ici. Hein. Donc, si on peut passer, voilà, merci. Ici, je vais vous expliquer un petit peu quels sont réellement le rôle d'un accompagnement dans ce cadre de cette démarche pour vous aider à passer de la charte à la labellisation. Notre rôle est surtout de vous montrer comment concrètement on peut évoluer d'une charte vers une labellisation. Donc l'accompagnement va surtout vous permettre d'avancer étape par étape. On est là pour vous accompagner sans pour autant complexifier également votre organisation sur l'étude. Et on va commencer dans un premier temps par constituer ensemble comment comprendre ce référentiel, c'est-à-dire en identifiant ce qui est attendu, ce que doit être démontré ou ce qui éventuellement doit être vérifié lors de l'audit. Ça, c'est vraiment la première base de l'accompagnement pour vous aider à vous familiariser avec ce référentiel. Deuxième étape, on va travailler ensemble sur comment s'approprier les outils, comment s'adapter à ces outils en les adaptant à votre taille, hein, bien évidemment, et surtout comment fonctionnent et comment sont mis en place ces pratiques déjà existantes dans chacune de ces études à travers ces outils. La troisième étape de l'accompagnement va surtout vous aider à constituer vos preuves. On va archiver, tracer ensemble tous les documents, toutes les traces, les indicateurs, voire même des éléments formalisés existants aujourd'hui qui vont vous permettre de démontrer que l'engagement ou que vos engagements sont bien mis en œuvre. Et pour finir, sur la dernière étape, vous allez surtout être préparé à cet audit afin de vous assurer que tous les éléments sont disponibles, lisibles et cohérents avec les exigences du référentiel. Donc l'objectif principal de cet accompagnement, c'est surtout de vous aider à rendre votre démarche claire, mais également opérationnelle et vous aider à sécuriser tous vos pratiques jusqu'à la labellisation. On peut prendre la deuxième slide. Voilà. Sur cette deuxième slide, je voulais faire un point d'honneur sur ce que c'est cette formation Action qu'on propose parce que justement, elle a été pensée pour vous permettre à chaque étude d'avancer progressivement sans pour autant rester seul face au référentiel. C'est ce qu'on vous disiez tout à l'heure. Hein. Faut-il faire la démarche seul de notre côté ou être accompagné? Ben oui, l'objectif ici de cet accompagnement, ce n'est pas de faire une formation théorique ou descendante. Au contraire, notre objectif à nous, ce sera surtout de vous aider à travailler concrètement, étape par étape,
à partir d'outils directement utilisables et adaptables en fonction de la structure, bien évidemment. Donc, le format repose dans un premier temps sur 8 demi-journées. Et sur ces 8 demi-journées, cela va vous permettre de prendre le temps de comprendre les attendus du référentiel, de vous approprier les outils, puis ensuite de les adapter à la réalité de chaque étude. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que ces temps de travail sont vraiment ou permettent vraiment de favoriser les échanges entre pairs. Chaque étude pourra ainsi être partagée avec vos pratiques, vos questions, éventuellement vos difficultés, voire même vos solutions. Et pour terminer sur cette présentation, la formation action prépare progressivement l'audit. Ça, c'est très important à le prendre en compte. C'est-à-dire que on n'est pas là juste à vous aider à mettre en place les éléments de preuve, à vous structurer toutes ces étapes en lien avec le référentiel, mais on va vous mettre aussi en situation d'audit à blanc pour vous aider à mieux vous préparer. Et c'est ce qui va vous permettre d'identifier quelles sont les preuves attendues, comment organiser ou comment s'organiser au fil de l'eau et arriver à la labellisation sans avoir fait une démarche opérationnelle où elle sera bien structurée, claire et sécurisée. Et ça, c'est aussi un moyen de vous sentir en sécurité et de vous dire, OK, on se lance dans une démarche qui va effectivement nous apporter ce Graal, si on peut le dire, mais on sera bien accompagné et bien structuré également. Pour bien comprendre la structure du référentiel, ici, l'idée, c'est de rendre la démarche lisible et opérationnelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le référentiel ne doit pas être perçu comme un document complexe, d'accord, mais essayer de l'intégrer plutôt comme un outil de pilotage. C'est parce que cet outil de pilotage, donc le référentiel, va vous aider à lire 5 éléments très importants. Dans un premier temps, vous allez avoir les éléments qu'on appelle les engagements, qui correspondent à ce qui est attendu de l'étude dans la charte ou dans le cadre de cette charte. Ensuite, vous allez mettre en avant les bonnes pratiques, parce qu'elles vont vous aider à traduire vos engagements en actions concrètes et à mettre en œuvre dans l'organisation. Ensuite, de cette identification de vos bonnes pratiques, on va identifier vos preuves attendues. Pourquoi c'est important cette troisième étape? Parce que vos éléments vont permettre de démontrer que les pratiques existent réellement. Hein, quand on dit pratique ou éléments, on parle souvent de documents, de traçabilité d'informations, d'un registre, d'une communication ou une formation. Et souvent aussi, on entend parler souvent de KPI, d'indicateurs de suivi pour tracer ces éléments. Donc, il faut vraiment prendre en compte que ce référentiel prévoit bien évidemment des indicateurs. Point 4. Parce que leur rôle est de suivre votre démarche dans le temps, bien évidemment, et surtout de vérifier que chacune de vos actions ne reste pas uniquement déclaratif. Et c'est important de démontrer des indicateurs qui justifient de vos actions, de l'efficacité de vos actions et de vos engagements, bien évidemment. Et pour finir sur cette cinquième étape, le score et l'année va vous permettre de prioriser vos efforts. C'est-à-dire que toutes les exigences n'ont pas le même niveau de priorité forcément, ni le même calendrier. Donc, vous allez être en capacité, effectivement, d'avoir cette vision et ce rétro-planning en termes d'actions prioritaires pour vous améliorer. Encore une fois, l'objectif ici de l'accompagnement est de vous aider à traduire ce référentiel en plan d'action, hein, de bien comprendre ce qui est attendu, de vous organiser en termes de preuves et puis de préparer progressivement votre audit. Un petit point très important parce que qui dit référentiel dit critères incontournables. Et là, on a effectivement 15 critères incontournables qui sécurisent dès la première année votre démarche de labellisation. On peut les voir ici comme un socle de départ à cette labellisation. Ce sont les 15 étapes à valider pour pouvoir rentrer dans cette labellisation. Ce ne sont pas des exigences théoriques, loin de là, hein. Ce sont juste des points très concrets qui permettent de vérifier que l'étude est réellement engagée dans votre démarche. D'accord ? Alors ici, il porte principalement sur l'identification des référents. Vous avez la signature de la charte, le respect du cadre de recouvrement amiable et judiciaire. Vous avez aussi une partie sur la prévention des pratiques inadaptées, le suivi des réclamations, le suivi de vos formations, de vos auto-évaluations, ou voire même, pour finir, la mise en disposition de vos engagements.
Donc, c'est vraiment très important de bien comprendre ces critères incontournables, hein, ces 15 points, parce que c'est beaucoup d'éléments qui existent déjà aujourd'hui dans vos offices, bien évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure. Et l'enjeu consiste donc ici à les repérer dans un premier temps, les formaliser lorsque c'est nécessaire, bien aussi, et puis de les organiser pour qu'ils puissent être présentés facilement lors de vos audits. Ça va être votre fil conducteur, ces 15 critères. Et l'accompagnement va vous permettre justement de faire ce tri. On va vous aider à distinguer ce qui est déjà conforme de ce qui doit être complété, voire ce qui doit être priorisé également. Et ces 15 critères donnent un cadre clair pour démarrer la démarche, sécuriser les premières preuves et puis avancer vers la labellisation sans se disperser dans tous les coins. Je voulais aussi vous présenter dans la slide qui suit juste après une idée un petit peu de comment est représenté ce référentiel, comment est structuré ce référentiel en termes d'outils de suivi. Alors ici, je n'ai pas pu faire plus grand parce que c'est quand même un outil qui prend un peu de la place en termes de colonnes, mais ce qui est important ici, c'est de comprendre la structure. L'objectif est surtout de montrer que le référentiel n'est pas simplement une liste d'exigences. Ça va être votre outil qui permettra de comprendre ce qui est attendu, à savoir comment le mettre en œuvre et identifier tous vos éléments qui devront bien évidemment être démontrés lors de votre audit. Et donc, on va retrouver en premier lieu vos engagements, d'accord, tout ce qui est déontologie, qui vont correspondre aux grands principes de l'étude qui doit porter dans le cadre de la charte. Ensuite, ces engagements sont déclinés en bonnes pratiques attendues, et c'est ici que l'on passe d'un principe général à une action plus concrète. Le fameux, on va identifier qui fait quoi exactement, comment, à quel moment et avec quels moyens vous mettez en place ces démarches d'engagement. Et donc, le référentiel précise également les preuves attendues. C'est un point essentiel à prendre en compte dans cette démarche car l'audit ne repose pas uniquement, comme vous le pensez peut-être, à une déclaration d'intention. Non, on va essayer de s'appuyer sur des éléments vérifiables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'élément vérifiable, ça peut être un document, un registre, une fiche de fonction, des preuves de formation, etc., etc. Et bien évidemment, on revient sur le sujet des indicateurs qui viennent compléter cette logique. Pour rappel, ils vont vous permettre de suivre votre démarche dans le temps, mais de vérifier également les engagements qui sont réellement pilotés. Et dernier point qui est important aussi par rapport à ce référentiel, c'est qu'il va vous préciser la répartition des critères sur les 3 années. Les critères incontournables et le système de score. D'accord ? Vous avez 2 thématiques qui se suivent. D'abord les critères incontournables et puis ensuite vos systèmes de score. Donc ça va permettre à chaque étude de prioriser vos actions et de ne pas tout traiter en même temps en termes de niveau d'urgence. Ça permettra effectivement de donner un fil conducteur, un rythme à vos démarches. Et donc tout l'intérêt de cet accompagnement est justement de rendre cette lecture plus simple pour vous, en vous aidant à traduire les attendus, encore une fois, en vous aidant également à identifier les preuves utiles, en vous aidant à vous organiser autour des documents existants et de piloter progressivement votre démarche jusqu'à cette labellisation. Sur la slide suivante, je voulais également vous présenter les critères de notation. Ici, la logique de reconnaissance prévue par la labellisation principalement. Donc, le principe est progressif. Chaque étude avance par niveau, selon bien évidemment le nombre de critères maîtrisés et le nombre de points obtenus lors de l'audit. Vous avez d'abord le premier niveau qui est tout en bas de la pyramide, qui est le niveau de confiance. Ce niveau va constituer le socle de départ. C'est les fameux 15 points, 15 critères incontournables, parce qu'ils vont vous permettre de reconnaître une étude qui a entamé ou engagé sa démarche, de sécuriser les premiers attendus et de traiter les critères incontournables de la première année. Vous avez ensuite la deuxième étape, la deuxième année, le niveau de performance qui, lui, va traduire une montée en maturité. L'étude ne se limite plus aux exigences de base, les fameux 15 critères. Ils seront toujours pris en compte dans ce niveau de performance, mais elle va commencer à structurer plus largement vos pratiques et à démontrer une organisation plus complète. Et dernière étape, un dernier pilier, c'est le niveau d'excellence qui, lui, correspond à un niveau le plus exigeant. Il va vous aider à valoriser vos études qui ont consolidé la démarche, renforcer vos preuves et atteindre un niveau de maîtrise plus avancé.
Et ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la labellisation n'est pas pensée pour avoir une marche unique à franchir d'un seul coup. Elle fonctionne comme une progression, avec des piliers qui permettront à chaque office d'avancer à son rythme. Et bien évidemment, en rendant vos pratiques reconnues et valorisables tout au long de ces années. D'accord ? Ça, c'était quand même un point assez important parce que on parle d'engagement, mais on est sur un engagement quand même d'un cycle qui dure 3 ans et c'est pas rien non plus. Ensuite, je voulais aussi vous parler un peu des modalités et de la durée de cette labellisation. Vous avez ici toutes les modalités pratiques de la démarche. La démarche s'inscrit dans un cycle de 3 ans avec 2 audits prévus sur la période. Ces audits sont généralement planifiés toutes les 15 à 18 mois environ. D'accord ? Les temps d'audit sont exprimés en jours hommes et varient selon plusieurs critères. Vous avez d'abord le critère du chiffre d'affaires de l'étude, ensuite de son organisation, de son implantation géographique et de ses outils de gestion. Et il faut savoir que pour les études dites monocytes, les modalités sont proportionnées au chiffre d'affaires dans un premier temps. Plus l'activité est importante, plus le temps d'audit peut évoluer, et notamment avec une partie à réaliser sur site. Et pour les études ou groupements multisites, l'analyse dépendra surtout de l'organisation interne. Si les antennes utilisent un outil de gestion commun avec des pratiques partagées, elles peuvent être considérées généralement comme une seule entité. Mais à l'inverse, si les outils ou les modes de fonctionnement sont différents, eh bien la structure peut être auditée de manière plus individualisée. Et l'idée à retenir est que la labellisation n'est pas construite sur un seul modèle unique. Elle va s'adapter à la réalité de chaque étude, à son volume d'activité et puis à son organisation. Donc ça aussi, c'est intéressant et important à le prendre en compte. C'est pas juste de simples engagements, il y a quand même aussi une analyse du contexte de la structure. Et pour terminer, pour conclure un petit peu toute cette présentation, eh bien, le message essentiel à prendre en compte est que la labellisation n'a pas été pensée comme une démarche lourde ou déconnectée du quotidien des études. Elle doit au contraire vous permettre de partir de ce qui existe déjà, vos pratiques professionnelles, vos réflexes métiers, tous les documents mis en place, vos échanges avec les équipes et vos engagements qui sont déjà portés par l'Office. L'accompagnement sert juste à mettre de l'ordre dans tous ces éléments. On va vous permettre de clarifier vos priorités, d'éviter de vous disperser et de vous construire progressivement à cette démarche lisible. Et l'enjeu n'est pas vraiment de produire des documents supplémentaires sans utilité. L'enjeu est surtout de pouvoir vous montrer ce qui est fait, de vous aider ou de vous expliquer comment ça suit tout ça et de montrer que les engagements de la charte sont bien intégrés dans le fonctionnement de vos études. Toute cette logique va vous permettre d'avancer sereinement. On va structurer vos pratiques, organiser des preuves et préparer la labellisation avec méthode. Voilà ce qu'il en est de ma présentation et de l'importance de cette démarche et surtout de comment on va vous accompagner tout au long de votre démarche. Merci Marius. Alors là, on a fait fixette sur notre charte qualité, recouvrement amiable et judiciaire, mais la démarche, elle est bien évidemment, vous l'avez compris, elle est beaucoup plus large. Marius, vous qui avez l'habitude de suivre d'autres structures, d'autres entreprises que le milieu des commissaires de justice, avec le regard extérieur que vous avez. Qu'est-ce que pourraient regretter les études, les offices qui auraient choisi d'attendre que le train passe et de ne pas se structurer dès maintenant dans cette démarche RSE? Alors, ici, effectivement, ce que la plupart pourraient regretter, c'est de ne pas avoir suivi le même tempo que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils seront effectivement en retard sur pas mal de pratiques et d'arriver à ce niveau d'égalité, ça peut être effectivement un frein. C'est surtout qu'ils peuvent passer à côté de plein d'opportunités. Ce qu'on pourrait regretter, c'est que ce n'est pas uniquement de manquer un label,
C'est surtout de prendre du retard dans la structuration des pratiques qui vont devenir de plus en plus attendues par vos clients ou vos donneurs d'ordre, voire même vos partenaires. Et généralement, les entreprises qu'on a accompagnées, on voit bien que la RSE n'est plus seulement ce qu'on appelle un sujet d'image. Elle devient un critère de confiance, une sélection et parfois même une différenciation commerciale. Le risque ici, c'est que pour une étude qui attendrait trop sa démarche ou trop longtemps de mettre en place cette démarche, ce sera de devoir tout structurer dans l'urgence le jour où un client ou un appel d'offres ou un partenaire demandera des preuves, comme une politique beaucoup plus claire, des indicateurs ou des suivis et autres. À l'inverse, toutes les entreprises qui, eux, se sont engagées et maintiennent cet engagement, eux partent sur des pratiques beaucoup plus sereines. Donc, le vrai enjeu ici, ce n'est pas de suivre cette tendance principale, mais c'est surtout d'éviter de découvrir demain que ce qui était volontairement aujourd'hui est devenu attendu et que dans la relation avec vos clients, ça peut effectivement mettre des freins à un partenariat, à une continuité. Voilà, la démarche elle permet surtout d'anticiper, de se différencier, surtout aussi de valoriser le sérieux de l'entreprise ou de votre office. Ok, merci Marius. Il y avait d'autres petites questions. Alors, si vous voulez les poser sur le compte du syndicat, on vous répondra parce qu'on est pris par le timing et Clairvy a un constat croisière par la suite, donc elle doit filer. Simplement, merci. Et donc, en effet, au terme de nos échanges, on a quand même un constat qui s'impose, c'est que la RSE n'est pas une contrainte supplémentaire. Ça, vous nous l'avez tous les trois bien démontré, mais c'est vraiment une opportunité stratégique pour les offices de commissaires de justice. C'est vraiment un moyen de renforcer l'attractivité, la performance, la cohérence entre les pratiques et les valeurs éthiques, responsabilité, confiance qui font vraiment la profession. Pour les entreprises, la RSE, elle exige, des démarches sincères, on l'a vu, ça doit être mesurable, ça doit être sécurisé. Et c'est vraiment dans cette recherche de confiance, de preuve et de transparence que le commissaire de justice peut apporter une valeur ajoutée qui est singulière. Et moi, je pense qu'à l'heure où les enjeux ESG prennent vraiment une place croissante dans les décisions économiques, vous avez vraiment l'opportunité de vous positionner non seulement comme des experts de la sécurité juridique, mais également comme des partenaires de confiance au service d'une économie qui se veut de plus en plus responsable. Voilà, je remercie tout le monde. On va vous libérer. Un grand merci à Dijon, Marine, un grand merci à Rennes, Clairvy qui est donc membre de la commission. J'avais pourtant modifié mon propos, mais je ne sais pas, je me voyais responsable, tu es tellement engagé pour moi, voilà, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Et puis, merci à Marius d'avoir pris du temps et merci pour votre accompagnement de nos études au quotidien dans cette démarche. On sait que ça a été un peu au forceps au début, mais bon, ça y est, ça tourne et on a de plus en plus d'études qui se font labelliser et certifier, donc on est très contents. Et puis donc, merci à tous les participants pour votre présence, pour votre attention. Il y aura un replay parce que on sait que vous aimez bien nous revoir quand on fait nos petits webinaires. Voilà, et un petit coucou à tout le monde dans vos provinces. Là, je vois que ça vient de partout. Et en effet, même en Bretagne, il fait beau. C'est le petit message de ta consoeur Caroline Ferry. Donc voilà, il fait beau partout. Bon après-midi et puis à bientôt. Ciao, Merci ciao. à toi, Estelle. Salut. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.